bonjour à tous. Donc, je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ce qu'on s'est raconté depuis ce matin et puis vous proposer quelques perspectives justement dans l'analyse de ces bioaérosols, ce qui arrive en fait dans les laboratoires aujourd'hui. Donc de quoi parle-t-on? Alors on en a beaucoup parlé depuis ce matin, je vais pas m'étendre du tout, mais je voulais quand même revenir sur ce qu'était un bioaérosol. Donc c'est une particule biologique en suspension, donc bactéries, virus, parasites, moisissures, pollen. Alors on n'a pas beaucoup parlé des pollens aujourd'hui, mais il faut savoir qu'avec le changement climatique, nous sommes de plus en plus exposés au pollen. Il y a quand même beaucoup de travailleurs qui exercent leur activité en extérieur et qui sont aussi exposés au pollen. Donc une autre chose dont je voulais parler pour les bioaérosols également, c'est le fait que, pour revenir au changement climatique, on a un air de plus en plus chaud et de ce fait-là, une humidité ambiante qui est aussi de plus en plus importante. On n'a pas beaucoup parlé en fait du devenir des bioaérosols aujourd'hui, mais il faut savoir que plus cet air est humide et plus le bioaérosol va persister dans l'air et donc plus potentiellement les personnes qui sont exposées vont vont être exposées à ces aérosols. Donc les aérosols c'est petit. Les bioaérosols, ça va d'une taille de quelques nanomètres pour les virus jusqu'à quelques dizaines de microns pour les pollens. Donc on a parlé depuis ce matin aussi des effets sur la santé. Alors je ne vais pas non plus m'étendre dessus. On a beaucoup parlé des effets respiratoires sur la santé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pathologies quand même aussi qui sont importantes. Alors je vous ai mis une petite photo de station d'épuration. Mais les gastroentérites sont aussi importantes à considérer. Pourquoi? Parce que les virus entériques, notamment les norovirus et les rotavirus, sont des virus qu'on appelle nus et donc de structure en fait en coque protéique et sont très résistants dans l'environnement et donc persistent bien également dans les aérosols, persistent bien dans les stations d'épuration. Alors je ne reviens pas sur SARS-CoV-2, on en a déjà parlé aussi et on va parler un tout petit peu tout à l'heure de la survie de ce SARS-CoV-2 justement dans les stations d'épuration. Mais je vais avancer pour vous parler un petit peu de la mesure de l'exposition. On en a déjà aussi beaucoup parlé. Alors moi je travaille plus en santé publique, donc c'est pour ça qu'on utilise certains outils qui ne sont pas forcément utilisés aujourd'hui en exposition professionnelle, comme l'impaction solide sur gélose. Alors je vous ai présenté ici un dispositif de collecte. Donc vous mettez derrière le petit dispositif en métal que vous voyez là, donc une boîte de pétri sur lequel va être impacté en fait l'air qui est aspiré à travers ce dispositif et qui permet de mesurer une exposition en bactéries, en moisissures assez facilement. L'impaction liquide, on en a parlé un tout petit peu avec les précédentes présentations. Aujourd'hui, on utilise aussi ce dispositif qui est le dispositif Coriolis, qui présente un intérêt, c'est qu'il fait une collection qu'on appelle cyclonique et donc il préserve l'intégrité des micro-organismes qui sont prélevés en milieu liquide et permet notamment en fait, de développer des analyses de type moléculaire comme la PCR. Je vais y revenir également. Bon, l'impaction sur filtre, on en a déjà parlé également. Alors, quels sont les défis de l'échantillonnage? Donc, ces dispositifs de collecte, bien évidemment, doivent avoir des caractéristiques qui leur permettent de collecter ce qu'on recherche à collecter. En particulier, ce qu'on appelle le cut-off, donc c'est le diamètre de coupure à partir duquel en fait, on arrive à détecter un bioaérosol. Et là, les outils, et notamment les outils de type sampler ou de collection par impaction, n'ont pas tous le même cut-off. Donc en fonction de ce qu'on veut détecter, il faut faire attention à ça. Le débit est important aussi, puisque si vous utilisez un débit trop important, vous allez assécher votre gélose. Le temps de collecte, bien évidemment aussi, en fonction de ce qu'on veut mesurer, donc soit une exposition d'ambiance ou soit une exposition sur le temps de travail, sur une journée de 8 heures, ce n'est pas du tout la même chose.
Et enfin, le milieu de collecte est très important aussi en fonction de ce qu'on veut rechercher, et notamment pour les moisissures, on utilise systématiquement aujourd'hui 2 milieux de culture parce qu'on sait qu'on a un petit peu de mal avec certaines moisissures qui ont des caractéristiques qui ne leur permettent pas d'être cultivées sur tous les milieux de collecte. Le lien entre la méthode de prélèvement et la méthode d'analyse, on n'a pas de méthode universelle, donc en fait, on a toujours besoin d'adapter notre méthode de collecte à la méthode d'analyse qu'on va utiliser derrière également. La variabilité en termes de qualité et de quantité, donc qui va dépendre du prélèvement, bien évidemment. Alors, en termes de méthode d'analyse, on vient de voir les méthodes de collecte rapidement. Méthode d'analyse, donc vous avez vu la culture ce matin, un petit peu la PCR cet après-midi. Un mot sur la culture, attention effectivement au milieu de culture qu'on utilise en fonction de ce qu'on veut mettre en évidence. Attention aussi à la rapidité de croissance des moisissures sur ces milieux de culture, puisque en fait c'est quelque chose qui est assez compliqué donc, à mesurer, puisque la croissance des moisissures dépend du type de moisissure. Donc il faut au laboratoire observer tous les jours les boîtes pour voir cette croissance se manifester sur les boîtes. La PCR, donc on va en parler un petit peu plus loin, et puis les méthodes de séquençage haut débit qui arrivent à vitesse grand V aujourd'hui dans les laboratoires, et notamment les laboratoires environnementaux. Alors, les défis de l'analyse, donc aujourd'hui, donc ce matin, vous a été présenté la PCR, donc qui est une méthode effectivement rapide. Hein. On a maintenant des outils PCR qui nous permettent d'avoir des réponses en moins de 2 heures, y compris l'extraction de l'ADN. Donc, toute la méthode de l'extraction de l'ADN jusqu'au résultat. La PCR digitale, je vais vous la présenter juste après, donc qui est une méthode récente qui commence à arriver dans les laboratoires environnementaux. On va parler de la viabilité. Donc, le grand défi de la PCR, c'est une méthode ultra rapide. Par contre, on ne détecte que le génome du micro-organisme qu'on veut mettre en évidence. On n'a aucune information sur la viabilité et surtout l'infectiosité de ce micro-organisme. La PCR viable peut être une solution. Je vais y revenir juste après. Et enfin, le séquençage haut débit vous permet d'avoir une vision assez large des communautés microbiennes qu'on peut retrouver dans les environnements. La PCR digitale, c'est le même principe que la PCR, sauf qu'au lieu de faire la PCR dans un tube complet comme vous voyez là, eh bien on va partitionner le liquide qui est présent dans ce tube en micro-gouttelettes. L'intérêt de ce système, c'est que vous allez diluer aussi quelque chose qui gêne énormément la PCR. Pour ceux qui savent, ceux qui font de la PCR en environnement, ils savent qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des inhibiteurs. Ce sont en fait des molécules qui empêchent le principe même de la PCR, à savoir la polymérisation en chaîne. Et donc ici, on va faire des micro-gouttelettes, en l'occurrence entre 10, 20, 30 000 micro-gouttes, et donc espérant comme ça également diluer les inhibiteurs. Et donc après, on fait l'amplification dans chacune de ces gouttelettes, et vous allez mesurer un signal positif ou négatif, et à partir d'un algorithme, en fonction du nombre de gouttelettes positives sur le nombre de gouttelettes totales, vous allez pouvoir avoir une idée de la concentration en micro-organismes que vous avez dans votre échantillon.
Alors, un exemple, vous voyez une publication de Geneviève Marchand de l'IRSST, de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité travail que connaît bien l'INRS, donc qui a fait une étude sur Legionella longbeachii. Alors on a beaucoup parlé de Legionella pneumophila. Legionella longbeachii est une légionnelle qui se retrouve surtout dans le sol et en particulier dans le compost. Et donc là, l'utilisation de la PCR digitale a permis de montrer que cette Legionella était présente également dans les sols au Québec. Alors qu'avant, ils n'avaient pas du tout de notion de la présence de ce micro-organisme au Québec. La PCR viable. Alors la PCR viable repose sur l'utilisation d'un intercalant, donc une molécule qui va s'intercaler entre les deux brins de l'ADN, qui s'appelle le PMA, donc le propidium monoazide, et qui ne va rentrer que dans les cellules qui sont abîmées, donc les cellules qui sont lysées. Si la paroi de la cellule est intègre, donc de la cellule bactérienne, de la paroi d'un virus, eh bien, cette molécule ne peut pas rentrer dans la cellule. Mais à partir du moment où elle est capable de rentrer dans la cellule, eh bien, elle va s'intercaler dans l'ADN, empêchant la PCR. Donc, en définitive, vous allez avoir une amplification uniquement sur les cellules qui sont intègres pour mettre en évidence. Alors, je ne peux pas dire que les cellules intègres sont toutes infectieuses, mais en tout cas, on s'en approche. Et là, en fait, je vous montre un exemple aussi qui a été réalisé dans une atmosphère de travail, en l'occurrence, en fait, dans des bioaérosols de stations de traitement des eaux usées. Maintenant, le séquençage haut débit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le séquençage haut débit, il y a deux grandes méthodes. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle le séquençage 16S pour les bactéries, ITS pour les moisissures ou 18S pour les eucaryotes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement les gènes qui codent pour les sous-unités du ribosome et donc qui sont très conservés chez les micro-organismes. Donc le principe, c'est qu'on va isoler ce gène, l'amplifier par PCR et ensuite le séquencer et regarder en fait cette séquence par rapport à une banque de données. 16S pour les bactéries, ITS pour les moisissures et 18S pour les eucaryotes. Ça, c'est le principe du séquençage ITS. Donc ensuite, le séquençage shotgun, c'est tout simplement, on va extraire l'ensemble de l'ADN d'un échantillon et on va le découper en petits morceaux et on va essayer de réassembler ces petits morceaux après séquençage. Donc pour reconstituer des génomes complets qu'on va également comparer par rapport à des banques de données. Les applications, les plateformes de traitement de déchets, donc une étude qui a été réalisée par l'INRS, les stations d'épuration, une étude qui a été réalisée en Chine, et puis enfin une étude qui a été réellement réalisée dans un hôpital. Donc je vous laisserai regarder toutes ces études précisément. Donc un exemple ici. Donc en rouge, en fait, vous avez les micro-organismes qui sont présents à l'intérieur de la plateforme de traitement de déchets par comparaison à ce qui est situé à l'extérieur. Donc un exemple, les entérobactéries, on les retrouve essentiellement à l'intérieur de la plateforme de déchets, alors qu'à l'extérieur, il y en a très peu. Donc ça apporte des informations importantes. Ici également, cette comparaison entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ce qu'on voit en bleu, c'est les moisissures de type pénicillium qu'on retrouve beaucoup plus en intérieur qu'en extérieur. Un exemple aussi sur des aérosols de stations d'épuration. Ici, ce qu'on remarque, en fait, si vous voyez le graphe en haut à gauche, c'est qu'on a beaucoup de
protéobactéries, donc qui sont des bactéries qu'on retrouve effectivement dans tout ce qui est matière fécale et autres. Donc on retrouve Et puis en bas, en fait, vous avez ce qu'on appelle les abondances relatives. Donc c'est le pourcentage de chacune des bactéries à l'intérieur de l'échantillon par rapport à la fréquence de détection, le nombre d'échantillons qui sont positifs pour cette bactérie ou pour ce champignon. On va terminer rapidement sur les virus. Parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir le SARS-CoV qui a permis de développer pas mal de choses en fait, sur les outils de collecte, parce qu'on sait que les virus sont en quantité très faible dans les aérosols et ils ont une surtout faible survie pour les virus enveloppés. Donc peut-être que la PCR viable peut être une solution. Et puis, donc, on a aussi la difficulté que cette présence des virus dans les aérosols est très occasionnelle et peut-être que du coup, il faudrait utiliser également des collecteurs individuels. Pour terminer, les travaux de normalisation qui sont en cours aujourd'hui à l'AFNOR et puis au groupe WG5, donc de l'équivalent de l'AFNOR Europe, donc le CEN, Comité européen de normalisation. Donc des travaux sur l'échantillonnage, donc une norme qui va sortir, on espère, assez rapidement pour développer en fait une stratégie d'échantillonnage en fonction des objectifs qui sont développés. Une norme sur le prélèvement et l'analyse des virus dans l'air. Donc là, il y a eu un gros travail de sélection de la littérature internationale avec plus de 800 publications qui ont été sélectionnées, dont 53 qui ont été retenues pour faire une analyse plus approfondie. Et puis enfin, donc, la PCR qui va aussi, les techniques moléculaires, PCR qui va se développer aussi au niveau de l'AFNOR avec donc des normes pour bien caractériser la PCR et l'utiliser dans des conditions optimales. Merci.